Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous retrouver. Merci de nous accueillir pour notre rendez-vous habituel, Culture, l'autre regard. Hassan Sabbah, le sinistre cheikh de la montagne, disait « Rien n'existe, tout est permis ». Quelques siècles plus tard, la société du spectacle, telle que l'a baptisée Guy Debord, on est presque arrivé à rendre cet axiome, ou en tout cas cette prétention, véridique. Ce soir, pour en parler plus longuement, j'ai le plaisir d'accueillir un essayiste, écrivain, romancier, qui, dans son dernier roman, a tenté d'esquisser, à mon avis avec beaucoup de réussite, les traits de cette société du spectacle dans son dernier avatar, pour reprendre un de ses termes. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Ahmed Mezleha. Monsieur Mezleha, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois avec vous. Tout le plaisir est pour nous. C'est un plaisir de vous accueillir, Monsieur Mezleha. Je rappelle à ceux qui peut-être ne vous connaissent pas encore que vous êtes économiste, entre autres linguiste, et aussi écrivain, essayiste, auteur de nombreux romans, de nombreux articles, de nombreux essais. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir pour votre roman paru en 2019, Elias. Et en 2021, vous avez publié un nouveau roman chez Casbah qui s'intitule Les Dupes. Nous allons découvrir en effet que vous nous montrez un peu une série, c'est un scénario gigogne où on voit une série de dupes et de duperies. Et tout commence par une histoire d'amour. Certes. Comme le début du monde, si je dis, voilà, puisque vous nous peignez d'abord l'histoire de Narta, oui. Une jeune femme, mère de famille, mais malheureuse. Oui, c'est un peu le syndrome de Madame Bovary revisité. Certes, c'est la Bovary du XXIe siècle. Voilà, oui, absolument. Avec toutes les nouvelles déterminations qui ont fait que ce bovarisme-là est encore plus aigu. Absolument. Puisque ce n'est plus les romans de gare qui alimentent seulement son spleen, mais c'est aussi Internet, c'est... les réseaux sociaux, toute une imagerie virtuelle qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Et qui nous peigne constamment une vie au-dessus de la nôtre, oui, et qui un peu nous suggère que quelque part, nous sommes des losers. Oui, si vous voulez. Et que nous sommes bien malheureux, dis donc. Nous sommes un peu dans cette société spectacle que vous avez pertinemment annoncé. Chacun de nous tient quelque part un rôle, et si on n'est pas à la hauteur du rôle qui nous est assigné, effectivement, on peut considérer que nous sommes des losers. Donc on est à chaque fois porté à faire un peu plus, à aller un peu plus loin, et puis à ses risques et périls. Certes, et Narta va donc un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, etc. Oui. Elle va essayer de s'évader d'une vie de couple morne, insipide, d'un mari morose, oui, d'un mari qui la délaisse au profit de ses affaires, etc. Oui. D'ailleurs, on va revenir un peu sur le mari à la fin. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un jeune peintre. Absolument, oui. Matt. Oui. Et donc ils vont prendre contact, et c'est à ce moment-là que Matt, plus que Narta, va se retrouver imbriqué dans une histoire de vol de tableau. Absolument. Matt est donc, comme vous l'avez annoncé, est un jeune peintre. Matt est porteur de valeurs. Certes. D'abord de valeurs morales, bien sûr, même si il est happé, je dirais, par cette histoire d'amour, bien malgré lui, mais aussi de valeurs esthétiques. Et c'est un peu aussi le propos de mon ouvrage. Donc la valeur que peut nous accorder l'art en général, et en l'occurrence pour Matt, la peinture. Quelle est cette valeur? C'est une valeur donc qui va au-delà des choses, et qui revisite un peu le monde, non pas à travers le monde virtuel tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, mais à travers cette beauté, je dirais, sacrée du monde originel, du monde authentique, du monde réel. Oui, c'est-à-dire qu'il revient constamment finalement à l'idéal philosophique et peut-être aussi artistique. Absolument, et c'est un peu paradoxal parce que
l'artiste, le peintre en l'occurrence, dresse un tableau du monde. Et il est, si vous voulez, un peu au-delà du monde. Mais en même temps, il revient, il vient en écho à la beauté originelle, à la beauté dont est porteur le monde en tant que création divine. Oui, c'est-à-dire dans une mégalopole, dans une société où les rapports sociaux sont de plus en plus atomisés, Oui. lui est constamment justement dans cette recherche. Oui, il est dans la recherche, si vous voulez, d'abord de sentiments, de sentiments vrais. Certes, oui, il y a cette perte d'authenticité qui est voilà. Donc, redondante. d'un côté, vous avez l'émotion que peut donner la rencontre de la beauté dans un lieu qui est le lieu de l'art, de l'esthétique, mais aussi la recherche d'un sentiment d'amour authentique, de sentiments réels, au-delà donc des conventions sociales, du mariage, de l'engagement, disons, formel. Il est à la recherche de quelque chose d'authentique. Et c'est un peu un roman sur l'authenticité, ce qui fait finalement l'authenticité de chacun de nous. Oui, dans un monde qui aujourd'hui est constamment dans l'artificiel, dans l'artifice, dans le maquillage. Dans la duplicité aussi. Dans la duplicité aussi. Duplicité qu'on va découvrir par touches successives chez Oui, Rafah. parce que j'ai eu d'abord, comme de mise pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce roman, mais je l'ai surtout appréhendé comme une construction. Et donc, il y a une construction. Il y a une élaboration, si vous voulez, intelligente et intelligible au lecteur au fil des pages, qui fait que nous partons d'une histoire sentimentale, d'une histoire d'amour, pour nous retrouver dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire dans le monde dans lequel nous vivons, dans la duplicité qui malheureusement est devenue notre quotidien et dans la fausseté des gens. S'il faut peut-être assigner un rôle à ce modeste ouvrage, c'est de dénoncer la fausseté des gens. Certes, et Matt, que nous avons peut-être décrit un petit peu comme un idéaliste, etc., oui, est toutefois très lucide, notamment avec son rapport par exemple aux médias. La façon dont il reçoit un petit peu la journaliste cavalièrement, bon certes parce qu'il est d'abord obnubilé par sa rencontre avec Martin, oui, mais aussi parce qu'il ne se fait pas d'illusions un peu sur le rapport de certains médias avec l'art. Hein, en fait, c'est quelqu'un... On va lui poser des questions bateaux. Oui, c'est quelqu'un d'authentique. Oui. S'il faut peut-être qualifier ce personnage par une notion, par un concept, je dirais c'est celui de l'authenticité. Donc c'est quelqu'un qui est sincère. C'est celui qui dit que le roi est nu, oui. Voilà, et qui peint le roi nu. Voilà, donc c'est quelqu'un finalement qui est... c'est un pur. C'est le pur tel qu'on peut l'imaginer. Et comme tous les purs, je ne veux pas gâcher un peu, si vous voulez, le mystère dont est porteur le roman, mais lorsque il est torturé, lorsque il faudra bien gâcher parce qu'il y a un passage que je dois lire. Donc, à votre aise. On va essayer de ne pas trop gâcher. Et donc, lorsque il souffre, lorsque il donne finalement de lui-même, il donne sa vie en dents, on est un peu dans un, je dirais, un portrait quasi christique. Certes, et c'est aussi un peu comme si sa mort reflétait le dernier de son genre, c'est-à-dire pour qu'enfin puisse sévir le monde nouveau qui est celui de la duplicité, de la fausseté, puisque les purs n'ont plus droit de citer. Oui, quand même, il y a le fait que chaque jour, le soleil se lève. Certes, oui. Voilà donc... Il y a des bastions de résistance. Voilà, il y a des bastions de résistance. Et puis, pas seulement des bastions. En fait, il y a des chances. Il y a des chances chaque jour qui sont données à chacun d'entre nous d'être meilleur et de choisir d'être pur, sans, si vous voulez, la notion religieuse qui peut s'y attacher, mais d'être authentique, d'être lui-même. Nous avons donc cette opportunité, au lever du soleil de chaque jour, de faire de notre jour un jour véritablement nouveau et vrai.
Et c'est là, on a parlé de torture, peut-être qu'on va parler du tortionnaire, justement, Oui. puisque c'est là qu'apparaît justement... Oui, la torture est on en discutait tout à l'heure, vous et moi, est une ignominie. Certes. C'est une abomination et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'un être humain puisse s'abaisser à un non-sens finalement dans la condition humaine qui est de faire souffrir les autres de manière aussi, Gratuite. aussi atroce et aussi inhumaine. C'est bien le cas de le dire. Et là, on parle de Gustave, justement. Oui. Donc, pouvez-vous un petit peu nous le présenter? Ben, Gustave, c'est un ancien mercenaire, en fait, qui a eu une vie un peu, je dirais, dissolue, un peu partout dans le monde, et puis qui s'est reconverti, il a été aussi marchand d'armes, et qui s'est reconverti dans Le trafic des œuvres d'art. des œuvres d'art, en ayant pour vitrine une galerie d'art, et donc il se présente comme étant un marchand d'art. Et justement, ce rapport un petit peu faux, en tout cas ce rapport narcissique, intéressé à l'art, vous le peignez aussi, c'est le cas de le dire, dans la victime du vol que va commettre Gustave, puisqu'il va subtiliser une œuvre fameuse de Gauguin, Oui, Quand te maries-tu. oui, Il va la subtiliser à un émir que vous mentionnez dans le livre, d'un pays imaginaire, Oui. qu'on peut facilement situer dans le Golfe. Donc il va subtiliser le tableau, et afin de... C'est là... Écoutez, là, vous me donnez un peu l'occasion de rebondir sur un autre aspect du roman, Oui. qui est la dénonciation de ce qu'on a appelé le néolibéralisme, Oui. qui est aussi une dénonciation de la marchandisation de l'art. Et on l'a vu... Une folle spéculation qui Voilà, est en train autour de l'art, autour des œuvres d'art qui ne sont désormais vues que comme une marchandise à valeur ajoutée. Voilà donc comment se situe aujourd'hui Oui, une comme œuvre des d'art. valeurs refuges, un petit peu comme l'immobilier, comme l'or, comme... voilà. Oui, mais sauf que ça s'inscrit dans une démarche de spéculation Exactement, constante. exactement. Et nous vivons donc dans le faux. C'est un peu, si vous voulez, tout à fait l'inverse, l'antithèse de ce que peut être Math le peintre. Oui. Et donc Gustave est d'abord un marchand d'armes, un marchand d'art, sans jeu de mots facile, mais aussi c'est quelqu'un finalement qui est très cynique. Certes. Qui est Et très qui cynique. appartient à une société secrète. Qui appartient à une société secrète, qui cherche un peu à organiser d'abord le monde en vue de le contrôler. Et je ne veux pas en révéler davantage sur le roman, sinon ça gâcherait ce plaisir que pourrait avoir le lecteur à le lire. Certes, cependant, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que lorsque Gustave va subtiliser Le tableau de tableau. Gauguin, oui. il va le cacher chez Math. Oui. Le tableau va disparaître d'une manière là qu'on ne va pas révéler effectivement, mais Gustave va mettre la main sur Math pour essayer de savoir où est Oui. finalement passé son tableau, enfin Oui. le tableau qu'il a subtilisé. Oui. Et donc il va le torturer. Et si vous permettez, vous en prie. ce passage-là j'ai trouvé saisissant, donc je vais le lire et on pourra le commenter ensemble. Au-delà des chairs ensanglantées ou brûlées, puisqu'il va le torturer de manière assez atroce, au-delà des chairs ensanglantées et brûlées, de toute cette boucherie et de ce tas difforme qui fut Math, le fait de savoir où était le tableau de Gauguin n'intéressait plus Gustave. Il avait compris, dès les premières tortures sérieuses qu'il avait infligées au peintre, que celui-ci ne savait rien. Mais réduire celui-ci à rien et considérer cela comme rien aussi était désormais ce qui motivait le tortionnaire. Lorsqu'il était militaire, il vivait la torture comme une contrainte. Mais là, il était au-delà de l'obligation, s'installant dans le bon vouloir, en fait, dans une sorte de confort intellectuel. Il confrontait ses idées et celles de la société secrète à une réalité extrême, celle de réduire et d'anéantir un être humain. Il voulait éprouver cette sensation de disposer de quelqu'un. Oui. On est là dans le tableau d'un sadisme, du narcissique qui se prend pour le monde et donc qui veut incorporer à lui par la destruction, puisqu'il ne peut pas l'incorporer, Oui. donc il va le détruire, Oui.
tout ce qui ne correspond pas à son fantasme De suprématie. d'omnipotence. Oui. Disposer de lui à sa guise, c'est Oui. ce fantasme d'omnipotence. Oui, effectivement, je le soulignais tout à l'heure, Matt est plutôt Gustave est tout le contraire de Matt. Et autant Matt est représentatif d'une certaine humanité, d'un certain humanisme, Gustave est tout à fait en porte-à-faux vis-à-vis, d'ailleurs à un certain moment il dénonce lui-même l'humanisme en disant que c'est une idéologie de faibles, c'est une idéologie qui a réduit les gens à la facilité. Je reprends un peu donc les arguments, les faux arguments. Oui, fallacieux, c'est l'arme des faibles pour empêcher que les forts puissent exercer leur droit naturel à la suprématie. Oui. On est dans Nietzsche jusqu'au bout. Oui, on est aussi dans le Nietzsche revisité à la mode du XXIe siècle. Oui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui tiennent... Oui, taillé à la serpe pour en faire... qui tiennent ce discours de manière un peu, je dirais, un peu plus soft, pour user d'un anglicisme, mais qui n'en pensent pas moins et qui défendent sur des plateaux de télévision, suivez mon regard, le fait qu'il y ait des civilisations supérieures aux autres, des êtres humains appelés à diriger les autres, à civiliser les autres, et finalement c'est quelque chose qui apparaît ou réapparaît à chaque fois au fil du temps. Le colonialisme et répond, si vous voulez, à la même logique. Oui. Il participe de la même œuvre de destruction de l'autre, de l'humanité de l'autre. On cherche à le contrôler, on cherche à en faire ce qu'on veut. C'est une forme de torture aussi. Même si le colonialisme a pratiqué la torture sous toutes ses formes, y compris les abominations que nous avons connues, que notre cher pays a connues durant la guerre de libération. Oui, et qui ont été reconnues, on ne le soulignera jamais assez, par les auteurs eux-mêmes. Certes, oui. Peut-être que le plus connu, c'est le sinistre Ossarès. Voilà, Ossarès, par exemple. Et donc, nous avons devant nous deux portraits de personnes différentes, de personnes qui participent de deux projets antagoniques, complètement, foncièrement différents, et qui sont confrontés dans le monde du XXIe siècle dont je m'essaye à dresser un peu le portrait dans ce roman. Et la confrontation est toujours en cours. Donc vous verrez qu'il n'y a pas de fin au roman, la fin est ouverte, et bien l'avenir nous dira qui l'emportera. Pour ma part, je pense et j'en suis convaincu, c'est la volonté qui fera que ce sera les forces, parce qu'il faut aussi parler de force, les forces du bien, même si ça paraît un peu, je dirais, désuet d'en parler, mais je crois au bien, je crois à la bonté, et je pense que la bonté et le bien l'emporteront en fin de parcours. Voilà. Même s'il n'y a jamais de fin de parcours et que justement le monde est un éternel devenir et donc il faut toujours... Oui, mais c'est une lutte incessante. C'est une lutte incessante, implacable aussi, mais chacun de nous a sa part de responsabilité à assumer, oui. À sa part de lutte. Justement, le fait de le reconnaître, ce n'est plus mariné dans un ordre censé être naturel. Oui, parce que immuable. Il faut dire, et je pense que les écrivains en particulier ont ce devoir de dire, de mettre des mots sur des choses, de dire ce qu'il en est, ce qu'il en retourne. Maintenant, c'est au lecteur de se faire une idée, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Chacun est libre d'avoir les idées qu'il veut. Et là, on ne peut que proposer une lecture. Là, je propose une lecture que j'estime nouvelle, puisque je suis un peu en rupture de banc par rapport aux thématiques abordées habituellement par les écrivains algériens.
Et je pense que ce livre a le mérite d'exister, de dresser un peu les contours du monde nouveau dans lequel nous vivons. Oui, d'ailleurs, cette originalité a été pointée du doigt par beaucoup de lecteurs sur les réseaux sociaux, de lecteurs, que ce soit des lecteurs entre guillemets lambda ou bien de lecteurs un peu plus avertis. Et avant d'enchaîner un petit peu sur, on a vu la thèse et l'antithèse, je dirais pas qu'il y a la synthèse, mais on va dire un personnage un peu moins innocent ou peut-être moins Oui, idéaliste que Matt, oui. mais tout aussi peut-être engagé. Avant d'enchaîner sur l'inspecteur Rep, je voudrais juste, sans trop justement gâcher l'intrigue, cette idée de société secrète, c'est un peu aussi quelque part cette idée que le néolibéralisme qui se donne ou qui est donné comme le pinacle du développement humain, finalement est en train de nous renvoyer à une sorte de néo-féodalisme. Absolument. On y Avec est. voilà, des pôles Oui, comme ça de oui, contrôle oui, et qui condamnent l'ensemble oui, des pays oui. à une division internationale du travail telle que vous l'avez On y mentionné. est, mais en fait, ce n'est pas nous qui parlons de division internationale du travail, c'est les théoriciens du néolibéralisme eux-mêmes. Et donc, je ne pense pas que nous fassions œuvre de complotisme ou de quelque chose du cru. C'est reconnu par les tenants du néolibéralisme, c'est promu, et je pense que ce qui est dangereux, c'est qu'il y a ce qu'on nomme l'opinion publique. Aujourd'hui, on ne propose à l'opinion publique que ce discours dominant via donc les réseaux sociaux, via les médias en général. Nous n'avons accès en tant qu'humanité qu'à ce genre de discours et à un discours qui se présente comme allant de soi. Et en fait, il s'agit tout simplement, oui, on y est. Ça m'appelle la phrase de Debord, c'est le faux sans réplique. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une manière, si vous voulez, d'agir lorsque vous essayez un peu d'aller vers une certaine intelligence. Lorsque je parle d'intelligence, je parle non seulement d'intelligence au sens de process intellectuel, mais aussi d'établir des rapports de bonne intelligence. De bonne intelligence. Et lorsque vous essayez un peu de tenir un discours intelligent, il y a l'arme fatale, qui est celle de vous ridiculiser. Oui. On vous réduit à quelqu'un qui est dépassé par les événements, à quelqu'un qui finalement n'est pas très bien dans sa tête. Oui, alors qui n'est pas dans l'air du temps. Qui n'est pas dans l'air du dinosaure, temps. Un dinosaure, tous les noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer, alors qu'en fait, on voit que d'autres personnages, j'allais dire intellectuels, mais bon, je pense que le mot n'est pas adéquat, d'autres personnages médiatiques interviennent avec des discours extrêmement ridicules. C'est-à-dire qu'ils nous prouvent encore une fois que le ridicule ne tue pas, puisque ça les conforte dans leur position, ça les conforte dans leur superpuissance. Et nous avons je ne veux pas citer de nom, nous avons des coqs qui très souvent interviennent sur les réseaux sociaux, via les émissions de télévision, et que personne ne contredit. Certes, oui. Voilà donc un peu, si vous voulez, un des moyens, si vous voulez, du néolibéralisme pour faire passer la pilule, y compris aux victimes. Et donc les victimes sont pratiquement poussées à s'excuser d'être victimes. Oui. On le voit parfois lorsque nous sommes Algériens et donc nous sommes sensibles, nous sommes extrêmement sensibles à ce problème. Lorsque nous parlons de dénonciation, de reconnaissance par les puissances colonisatrices de leurs méfaits, de leurs crimes, de leurs responsabilités, tout simplement. Vous avez une levée de bouclier comme si finalement c'est nous qui avions tort de réclamer justice. Mais dans quel monde vivons-nous? Et on le voit bien. Moi, j'ai eu une fois à assister ici à Alger à une conférence de Jack Lang, qui est actuellement, je crois, directeur général de l'Institut du monde arabe. Et j'étais intervenu pour lui demander s'il y avait une possibilité pour la France de reconnaître ces crimes coloniaux. Et il m'avait surpris en me parlant du fait qu'il n'était pas croyant et qu'il ne croyait pas donc à la rédemption, à une certaine rédemption.
je ne vois pas comment est-ce qu'on peut mélanger, si vous voulez, l'athéisme à un certain mysticisme de mauvais aloi pour refuser à assumer ses responsabilités historiques. C'est le règne des sophistes. Hein. Oui, absolument. Même si en termes nous y sommes. Voilà, nous y sommes parce que le roman, justement intitulé Les dupes, dénonce la duplicité et le sophisme. Participe tout à fait de la duplicité, d'une duplicité verbale. Même si entre les Gorgias et les Protagoras Oui. et les médiatiques que vous avez cités, il y a quand même oui, des siècles de décadence, on va dire. Oui, des siècles de décadence et puis des Nérans. Et Dieu sait si les Nérans se sont succédés. Et vous le disiez tout à l'heure, Gustave est aussi un Néran à sa manière. Oui. Cette société secrète est aussi un Néran à sa manière. Oui, oui. C'est des gens qui détruisent, qui sont dans un sadisme constant. Oui, qui pensent qu'à partir de la destruction, du chaos, on peut, je ne sais pas, obtenir quelque chose, un homme nouveau. Et attention, c'est ce qu'on est en train de nous proposer quelque part. Oui. Cet homme nouveau issu des décombres de l'ancien monde. Oui, avec notamment des discours récurrents sur le transhumanisme, etc. Oui, mais là, encore une fois, je pense que nous, en tant qu'intervenants du tiers-monde, de ce qu'on a nommé tiers-monde, et je dis tiers-monde avec beaucoup de fierté, c'est-à-dire que je crois encore qu'il y a une possibilité d'autonomie, de décision, d'autonomie politique, d'autonomie sociale, de réflexion aussi. Et puis, nous n'avons à avoir aucun complexe. Nous pouvons proposer aux autres nos idées, nous pouvons proposer nos débats, nous pouvons proposer notre manière de voir les choses. Basta finalement d'être dans l'emprunt constant. Dans l'emprunt et puis dans la consommation, parce qu'aujourd'hui on parle surtout de consommation plus que d'autre chose. Oui, j'ai bien aimé votre formule tout à l'heure, avant de commencer l'émission, vous avez dit, en fait c'est un féodalisme mais technologisé. Absolument. Voilà. Nous y sommes, parce que nous sommes un peu, nous les habitants du Sud, nous sommes les serfs du XXIe siècle, SERFS. Donc nous sommes, voilà, donc nous le sommes aujourd'hui. Et nous avons de l'autre côté des gens qui veulent réfléchir pour nous, qui veulent nous proposer, si vous voulez, des modèles clés en main et qui n'écoutent pas les autres. C'est ça. Parce qu'en fait, si on adhère à l'humanisme, ce n'est pas un humanisme au sens unique, dans un seul sens. Il ne s'agit pas comme le comprennent certains de nos amis occidentaux, d'un humanisme dans un seul sens. Oui. C'est-à-dire qui va du nord vers le sud dans un rapport plus de non, c'est un humanisme où tout le monde a son mot à dire, où tout le monde, de par cet humanisme même, a une responsabilité à assumer. Et puis, je crois qu'un humaniste occidental comme Saint-Exupéry, que j'admire beaucoup, parlait dans Citadelle du fait que chacun de nous a une responsabilité en vue finalement de placer une pierre dans l'édifice. Nous avons tous le devoir, la possibilité, mais aussi, je dirais, l'exaltation de pouvoir participer à cette grande œuvre humaine. Et j'appelle nos amis occidentaux, j'appelle nos amis asiatiques, j'appelle nos amis de l'Amérique du Sud, j'appelle nos frères africains à construire cette nouvelle citadelle d'humanisme, d'ouverture, de générosité pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants et pour les générations futures. Et justement, vous parlez de praxis, vous parlez d'action. Rep, lui, alors c'est un inspecteur de police, oui. Et c'est lui qui est chargé de l'enquête concernant le fameux vol du tableau de Gauguin. C'est le fil d'Ariane finalement, Rep est le fil d'Ariane. Voilà, et il va essayer un petit peu de reconstituer ce fil d'Ariane que vous mentionnez. Et lui, c'est un autre genre de personnage, c'est-à-dire c'est quelqu'un de foncièrement honnête. Oui. Mais en même temps de foncièrement désabusé, qui en a vu de toutes les couleurs, oui. Qui est, je crois, à quelques mois de la retraite. Oui. Donc ça va être sa dernière enquête, ce qu'il appelle un peu sa dernière cigarette. Oui.
Et il se voit avec ce dossier inextricable sur les bras. Oui. Et c'est un peu, on suit avec lui justement cet autre regard sur le monde, qui est à la fois un regard certes désabusé, voire dégoûté, mais en même temps, notamment grâce à l'amour, on y revient, Oui. où reste d'une part l'ancrage solide dans le principe-là d'honnêteté, et aussi une note d'espoir. Oui, c'est une note d'espoir parce que, vous savez, c'est un personnage attachant, je dirais. En tout cas, moi, au fil, disons, de ce que j'ai écrit à son propos, je m'y suis attaché. C'est aussi un personnage qui aime beaucoup la musique et il y a un petit clin d'œil. Oui, c'est un guitariste aussi. Oui, il y a un petit clin d'œil à feu Amar Zahi avec Esmeralda, oui, oui. et donc c'est un peu un personnage dans je dirais dans cet univers de la Casbah qui est aussi un univers universel en fait. On peut le retrouver. Oui, un marginal universel. Voilà, un marginal universel, mais un marginal au sens positif du terme. Certes, c'est quelqu'un qui aime les autres, oui, et qui aime donner. Et on le voit avec ce profil de policier. On se serait attendu à une mine patibulaire, à quelqu'un de... Mais c'est quelqu'un de très sensible et qui essaie un peu de faire son boulot, comme on dit communément, mais en même temps d'être, si vous voulez, dans le don de soi. Et il regarde les gens avec... Il regarde d'abord, par exemple, cet indicateur qui à un certain moment lui donne les tuyaux nécessaires pour faire avancer son enquête. Il le regarde avec une certaine sympathie en lui ramenant sa petite bouteille d'alcool. Oui. Il a cette relation avec la femme de ménage qui, à un certain moment, évolue un peu. Donc cette histoire évolue un peu jusqu'au lien peut-être un peu plus solide oui, du mariage. Donc on voit bien que c'est un personnage quand même très attachant, très populaire et je voulais... au-delà de Matt qui est un peu dans l'idéal, peintre, romantique, proche, esthète. Et à qui son art permet peut-être aussi d'être un petit peu en retrait. Voilà, en retrait par rapport... Je voulais avoir aussi un humaniste qui a les mains populaire. Dans la gadoue. Voilà. Un humaniste populaire. Qui a les mains sales, pour reprendre l'expression de Sartre. Voilà, mais qui a les mains sales... Pas au sens... oui, mais au sens de l'ouvrier, tu vois. Voilà, au sens c'est ce que je voulais dire, de celui qui peine, de celui qui est à l'ouvrage. Et donc, je voulais quelque part dire que s'il y a une jonction de ces deux personnages, de ces deux archétypes, on peut quand même avoir de l'espoir, on peut aller vers une société meilleure. Parce qu'une société ne peut pas fonctionner seulement avec des intellectuels. Évidemment. Ou seulement ou des artistes, avec ce qu'on peut nommer communément les masses. C'est à un certain moment la jonction des deux, l'intelligence des deux qui font que nous dépassions la contingence, nous dépassions l'atomisation et la situation dans laquelle nous vivons pour aller véritablement vers quelque chose de nouveau, vers vraiment une société nouvelle, une démarche nouvelle, une vision enfin nouvelle. Parce que, vous savez, ce n'est pas seulement une question je dirais, d'homme. C'est aussi une question de démarche, de vision. Si on a une vision nouvelle, on ne peut que déboucher sur quelque chose de neuf, de quelque chose dans lequel il y a de l'espoir et de l'espérance. Vous avez mentionné son côté populaire, c'est justement ce côté populaire aussi qui lui permet de discuter avec un buraliste. Oui. Et au détour d'une conversation sur le dépérissement de la presse écrite. Oui. C'est d'ailleurs, j'ai bien aimé cette... chez vous, il n'y a pas de discours idéologique ou moralisateur, etc. Tout passe par les personnages. Oui, absolument. Et donc, les deux sont en train de discuter. Le buraliste lui dit ben, « je ne vends plus rien ». Le numérique est en train d'assassiner la presse écrite à petit feu. Et il lui dit, mais aujourd'hui, bizarrement, il y a quelqu'un qui est venu acheter tous les titres qui parlaient du cambriolage. Et lui, en bon vieux inspecteur... Il saisit l'occasion et ça fait tilt. Oui, ça fait tilt.
Oui, vous savez, vous avez parlé du fait qu'il n'y ait pas de discours idéologique. Effectivement, c'est un choix assumé. Je voulais dire quelque part que chez vous, le roman n'est pas un prétexte pour tartiner des thèses. Voilà, en fait, j'ai commis aussi des essais. Et je pense que le lieu pour véritablement développer ce genre de discours, c'est l'essai. Mais le roman, c'est autre chose. Mais chez vous, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, si je puis dire. Absolument, merci. Voilà. Je m'honore de votre témoignage. Non, mais voilà. Il n'y a jamais de tromperie. Chaque chose est à ça. Il n'y a pas de dupe. Voilà, absolument. Et donc là, on est dans un roman, on est dans un récit, et si vous voulez, c'est un récit qui, dans l'intrigue, emprunte un peu au roman policier. Il y a un vol, il y a une enquête, il y a même un policier qui est en train d'enquêter. Mais en même temps, c'est un roman à thèse. Et donc, on est un peu dans les deux démarches, mais je pense de manière très esthétique, très élaborée, au sens où il y a un juste équilibre, parce que c'est un peu aussi une recette de cuisine. Il s'agit d'obtenir le juste équilibre à partir des ingrédients dont vous disposez. Et je laisse nos amis lectrices et lecteurs juger de la qualité de la recette et du résultat. Oui, d'ailleurs, c'est un roman très prenant, hein, qu'on lit une première fois d'une traite. Bon, ensuite qu'on est amené à relire pour creuser certaines choses, et notamment lorsque Rep va se heurter à un petit peu cette définition finalement que donne Gustave et ses acolytes de la société secrète, à savoir que pour eux, l'avenir est un jeu de hasard, mais où on gagne à tous les coups. Oui. Puisque c'est un peu ça, et ça m'a tout de suite fait penser à cette sorte de mythe, cette sorte de mensonge des élites financières. Les élites financières qui nous ont menés vers des crises de 2008, oui, voilà. Des crises extraordinaires. Oui, et qui se donnent un peu, qui sont là dans leur jeu de casino, comme si c'était... Et qui continuent en fait, parce que vous savez qu'un peu partout dans le monde, le discours qui a prédominé avant ces crises, multiples et profondes, est toujours là, et il justifie l'injustifiable. Oui, ils vous disent en fait que le gain est à la mesure du risque encouru. Oui. Mais lorsqu'on voit derrière tout l'acquis précédent, oui. En fait, il n'y a pas de risque encouru du tout. Puisque lorsqu'il y a faillite, par exemple, on l'a vu aux États-Unis, il y a la Fed qui vient tout regonfler à un coup d'imprimante. C'est ça le monde de dupes dans lequel nous vivons. Voilà. C'est de la duperie sociale, médiatique, économique, financière. Nous vivons dans un monde de dupes. Oui, on vous dit qu'on tient le haut du pavé parce qu'on a osé prendre les risques qu'il fallait. Oui, mais quand il est temps de, entre guillemets, se casser la gueule et céder la place, ah ben non. Oui. Là, il y a toute une machine d'État qui vient vous dire non, on va te remettre sur le. Oui, il y a la machine d'État. On va te remettre le pied à l'étrier. Mais ce qui est au-delà de la machine d'État. Je parle que ce soit pour les subprimes de 2008 ou pour, par exemple, la crise du Covid ces derniers temps. Oui, absolument. 2000 milliards, je crois, d'imprimés. Oui, mais le problème, c'est que nous avons des démarches. La démarche en elle-même vaut ce qu'elle vaut. Ce qui est aberrant, c'est le discours qui essaye un peu, qu'il fait très bien d'ailleurs, qui essaye d'expliquer tout ça, de vous convaincre du bien fondé de la chose et de son contraire. Et finalement, nous nous retrouvons, nous en tant qu'opinion publique, en tant que citoyens de base, nous nous retrouvons à chaque fois les dindons de la farce. Certes. Et donc nous vivons, encore une fois, dans un monde de dupes. Nous sommes manipulés à tout va, y compris par ceux qui disent que nous sommes contre la manipulation. Et vous parliez tout à l'heure de démarche un peu en poupée russe. Nous y sommes. C'est un peu le principe des poupées russes. Vous ouvrez une poupée, vous en trouvez une autre, et puis bon, ça n'en finit pas.
ça n'en finit pas. Oui, le problème c'est que ça n'en finit pas parce que il y a aussi un petit peu ce refus d'être radical, c'est-à-dire au sens d'aller à la racine des mots. Même parfois lorsque on nous propose sur le plan médiatique des critiques, dans le meilleur des cas, ce qu'on laisse émerger, c'est la critique des symptômes. Oui, là nous allons vers un autre plan, si vous voulez, qui est celui du contrôle des discours. Il y a, si vous voulez, le contrôle du discours public. Oui. Et peut-être avec les réseaux sociaux, on va même vers le contrôle du contrôle De la perception. du discours personnel, Voilà. avec les modes de perception, etc., surtout avec les nouvelles technologies. Parce qu'on voit bien que lorsqu'on prend le temps un peu de prendre du recul, on voit bien que c'est travaillé, que c'est élaboré, que ce n'est pas quelque chose qui est dû à un hasard. Et donc le contrôle des discours fait que, d'abord, les discours qui émergent sont toujours des discours qui sont sélectionnés, choisis. Ensuite, il y a l'autocensure qui fait qu'on ne peut pas tenir le discours qu'on voudrait tenir. Et puis, vous avez ce que je nomme les discours standards, des discours standardisés. Alors aujourd'hui, un peu comme les masques que nous mettons à chaque fois pour nous prémunir de la Covid-19, nous avons aussi des discours standardisés que nous mettons dans notre bouche et qui sont reconnus comme tels et comme étant dans le bon sens, politiquement corrects, et qu'on peut donc faire valoir au niveau, si vous voulez, médiatique ou du discours, au niveau de la scène du discours public. C'est Voilà. des mots de passe de la bien-pensance. Oui. De cet aspect, mais aussi il y a quelque chose de beaucoup plus pervers, je dirais, c'est que vous avez aussi des discours d'opposition qui sont fabriqués aussi, parce qu'on se dit, et je le dis dans le roman, lorsque j'évoque le stratagème qui est utilisé pour faire passer le tableau, disons, pour ne pas donner trop d'indices à nos amis lecteurs, il y a une réalité qui est fabriquée. Et donc même l'opposition est fabriquée. On préfère avoir une opposition maison, une opposition qu'on se fait soi-même, à laquelle on assigne un rôle particulier, bien précis, qui est celui de dénoncer le discours dominant, mais qui en fait ne va pas, vous le disiez tout à l'heure, ne va pas jusqu'au bout des choses, jusqu'à expliquer le pourquoi des choses. Oui. C'est donc, ça reste quand même... c'est dans les termes du même débat, finalement. Dans les termes du même débat, où on assigne des rôles à chacun de nous. C'est l'alternance du même. L'alternance du même, la formule est bien trouvée. Et justement, puisque vous parlez de réalité augmentée, c'est un petit peu sur cela qu'on va conclure. Mais tout d'abord, on va faire une petite pause, puisque, comme d'habitude, c'est le moment de notre intermède, Mohamed Dib, dont nous fêtons le centenaire. Oui, Allah yarhamou. Dont vous êtes d'ailleurs un fervent lecteur. Merci. Et comme d'habitude, mes chers compatriotes, je vous retrouve après le jingle pour notre petite mini-odyssée dans cette œuvre océanesque, c'est le cas de le dire. Ce soir, mes chers compatriotes, je vous propose de redécouvrir avec moi un passage du Simorgue, cette œuvre polymorphe, protéiforme, à l'image de l'ensemble de l'œuvre de Mohamed Dib. Donc sans plus tarder, je vais vous lire ce qu'on pourrait appeler un de ses aphorismes. On parlait tout à l'heure de Nietzsche. Je pense que Mohamed Dib, c'est quand même un autre niveau. À ces savants, ces philosophes, ces poètes, ces brillants inventeurs, et pourquoi pas ces grands politiques, l'espèce vit, malgré de cuisants échecs, et des échecs aussi renouvelés que cuisants, toujours sur la fallacieuse et naïve idée que vaille, la civilisation l'amène vers plus d'humanité. Et sous ces beaux atours, l'humanité ne fait que se déshumaniser. On la sent fatiguée, si désespérément qu'elle bouffe du lion, qu'elle fasse preuve d'une activité plus fébrile qu'on ne le lui voudrait voir, et si peu préoccupée des fins dernières.
les fins dernières. Lève-t-elle les yeux au ciel? Il est vide malgré tout son encombrement. Rien ne lui importe plus hormis le moteur qu'elle a lancé sans l'équiper de ses propres moyens de contrôle. Mais peut-être dans une folle prémonition se croit-elle à la veille d'une mue d'où sortira un homme nouveau, une bête surnaturelle inconçue jusqu'à présent, même par fécondation artificielle ou quoi que ce puisse être, et qu'il lui faut pour cela aller au bout de soi-même, y brûler ses dernières cartouches et en être fier. Il y aurait là sans conteste du panache, on peut saluer. Toujours cette note... On ne peut que saluer. Certes, c'est toujours un petit peu cette note d'ironie chez Mohamed Dib, un petit peu comme vous pour provoquer la réflexion. Il vous rejoint, et ce passage-là, je l'ai choisi exprès, il rejoint beaucoup de thèmes que vous abordez, notamment dans cette humanité qui se déshumanise, mais qui peut-être, in fine, saura retrouver oui, un certain panache. Je pense qu'il faut garder espoir. Vous savez, vous citiez Nietzsche. Je citerai de mémoire Gramsci. Oui. Et Gramsci disait qu'il faut opposer au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté. Certes. Je pense qu'on y est. Donc c'est grâce à notre volonté, c'est grâce à notre résistance, c'est grâce au fait que nous soyons unis aussi. Il y a cette idée d'union qui est importante, non pas d'unité au sens d'unité de pensée et d'action, mais au sens où chacun est solidaire de l'autre. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de solidarité. Dib parlait de créatures fantastiques. On peut imaginer je ne sais pas, des licornes volantes, on peut imaginer d'immenses cimors, on peut imaginer de belles fées, mais en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que au-delà de toutes ces créatures, la meilleure des créatures, c'est encore et toujours l'être humain. Certes, absolument. Voilà. Et donc, avant de lancer la rubrique, on avait parlé un petit peu, vous m'aviez tendu la perche, de cette réalité augmentée, voire carrément fabriquée de toutes pièces. Oui. Comment parler de Gambit.com sans trop peut-être gâcher le plaisir du lecteur? Oui, vous savez, j'ai d'abord... Site imaginaire, c'est pas la peine de le taper sur fais en sorte... Oui, aujourd'hui, tout est googlisé, tout est... J'avais imaginé ce personnage et je me suis dit, il faudrait que je déshumanise ce personnage pour qu'il soit au plus près de ce que je veux en faire. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire tout simplement une adresse, garbit.com. Et cette adresse, elle vaut tous les discours. Vous parliez tout à l'heure de discours idéologiques. Et bien, ce .com est aujourd'hui un peu, si vous voulez, le point de jonction du monde tel qu'il va être, tel qu'il est en devenir. C'est le sophiste équipé de technologie. Oui. Absolument. Et ça rappelle un autre personnage Marc IV, de mes romans, Marc IV d'Elias. Et ce garbit.com, qui se cache donc derrière cette adresse, est quelqu'un qui n'obéit qu'à une seule chose, l'argent, le pognon, pour user d'un vocable familier. Oui. Et donc, nous sommes aujourd'hui, on le voit bien, au-delà de la réalité, au-delà de la fabrication de la réalité, nous sommes dans une réalité de l'argent. C'est l'argent qui mène le monde. C'est l'argent qui fait que telle ou telle réalité est promue. C'est l'argent qui fait que telles ou telles idées sont promues. J'allais dire, c'est l'argent qui fait aussi que tel ou tel roman est promu. Et aujourd'hui, à certains égards, en tout cas. Oui, en tout cas. Et on le voit bien. Vous parliez tout à l'heure de la moquerie. Oui. Il y a aussi la conspiration du silence. Absolument.
Tout simplement. On n'en parle pas et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, les moyens technologiques sont tels que lorsque vous n'avez pas accès à ces moyens, lorsque on ne vous permet pas d'avoir accès à ces moyens, vous n'existez pas. Absolument. Donc, c'est aussi un monde déshumanisé que je dénonce. Je suis, comme vous le savez, le président du comité Mémoire du Monde de l'UNESCO. Oui. À ce titre, je me suis intéressé de manière, je dirais, assez particulière à l'intelligence artificielle, à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et ce roman est aussi une réflexion autour de l'éthique de l'intelligence artificielle. Nous voulons construire un monde. Ce monde inclut cette nouvelle intelligence qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle va servir à un monde neuf, à un monde ouvert, à un monde de progrès et pour tous, ou au contraire, elle va servir à un monde ancien revisité, le monde féodal dont vous parliez, à un monde fermé, à un monde finalement où les plus forts, qui sont souvent les plus fortunés, et les plus détraqués. Oui, si vous voulez, vous êtes responsable de votre qualificatif. Si j'en crois votre roman en tout cas. Et donc, vous voyez bien qu'il y a deux mondes qui sont à construire. À nous de choisir le monde que nous voulons. Et je pense que nous, Algériens, nous ne pouvons, au vu de notre profondeur historique, de notre histoire ancienne et récente, nous ne pouvons qu'aspirer qu'à un monde nouveau, ouvert, de progrès, de générosité et de démocratie. Certes, et juste pour conclure, vous aviez mentionné Garbit.com et cette capacité un peu de façonner la réalité. Et moi, en lisant le roman, j'ai tout de suite fait le parallèle. Je ne veux pas trop gâcher l'intrigue, mais puisque voilà, c'est une boîte de communication, etc. Et j'ai tout de suite fait le parallèle avec l'épisode de la guerre du Golfe, lorsqu'on a fait tout un cinéma, c'est vraiment le cas de le dire, tout un cinéma sur ces couveuses au Koweït, avec ses bébés dans les couveuses, avec la jeune fille en larmes, etc. Et on se dit effectivement, si on a pu faire avaler cette pilule-là à l'époque, avec les moyens de l'époque, imaginons ce qu'on peut faire en 2021 absolument. Avec cette intelligence artificielle. Et il y a eu de sinistres. Vous parliez de sensibilité, excusez-moi de vous interrompre, vous parliez de sensibilité. Jamais à ce point, la sensibilité individuelle n'a pu être aussi façonnable. Absolument, nous y sommes. Et c'est pour cela que nous sommes dupes. Puisque nous sommes aptes, Melk Bennabi parlait du fait d'être colonialisable. Il y a aussi le fait d'être prêt à être dupe. On appelle ça le prêt-à-penser. Voilà. Et donc, il y a eu les précédents de Timișoara en Roumanie, il y a eu le sinistre et le tragique précédent aussi de Rwanda. Vous parlez de l'épisode du Koweït. Il doit y avoir des... Là c'est disons les épisodes identifiés. Il doit y avoir des centaines, sinon des milliers de ce genre de choses qui sont passées et qui peut-être, dans notre vision, dans nos souvenirs, dans nos acquis, si vous voulez, informationnels, paraissent comme étant vrais. Alors et pour peu que vous essayez de les revoir, vous êtes révisionniste, etc., négationniste. Oui, mais bon, je pense que cela s'applique pour des tragédies qu'a effectivement connues le monde. Mais on peut imaginer que, partant de ce genre de concept, on puisse généraliser et faire en sorte que beaucoup de choses aujourd'hui sont vues comme étant intouchables et sacrées. Dans un monde qui pourtant... Oui, mais le fait qu'on sacralise le néolibéralisme, c'est d'un ridicule inouï. En même temps, c'est d'une logique puisque chaque ordre se donne comme naturel, allant de soi et conforme à la nature. Donc,
À l'époque, c'était conforme à la volonté de Dieu, maintenant c'est conforme à la nature. Mais en dernière instance, il ne faut rien changer. Oui, mais je pense que, je le soulignais tout à l'heure, il y a toujours un grain de sable Qui détraque la narrative dominante. Voilà, et ce grain de sable, c'est l'humain, tout simplement. Absolument. C'est l'humain, parce que chaque jour, les êtres humains sont là et ils réfléchissent malgré le tapage médiatique, ils font la part des choses, et je pense qu'il faut croire en l'humain, parce que croire en l'humain, c'est croire en soi-même et croire en ce qu'il y a de meilleur en nous. Et croire en l'avenir. C'est un peu cette note, c'est beaucoup d'ailleurs, avec cette note-là. Je voudrais, avant prie. que vous terminiez, lorsque vous avez parlé d'avenir, il m'est venu à l'esprit un poème de Victor Hugo. Et Hugo a eu beaucoup de problèmes avec Napoléon III, Oui. Napoléon le Petit, Oui, comme il le surnommait. Oui. Et Napoléon III, comme beaucoup de dictateurs, de potentats, disait, en se projetant dans l'avenir, je ferai, je saurai faire, on fera, toutes ces belles formulations. Et à un certain moment, Victor Hugo, dans un poème, lui a rétorqué « Non, sire, l'avenir appartient à Dieu. » Et je veux bien croire que Dieu, dans son infinie générosité, ne peut être que du côté du bien. C'est une très belle note d'optimisme sur laquelle nous allons conclure. Tout à fait un optimisme raisonnable. Certes, absolument. Voilà, et raisonné. Un petit peu comme celui que vous mentionniez en citant Gramsci. Je rappelle, M. Ahmed Mezleha, que votre superbe roman s'intitule Les Dupes, paru en 2021 aux éditions Casbah. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ce fut un immense plaisir de vous recevoir et de vous écouter. Pour moi. Et j'espère, mes chers compatriotes, que le plaisir que vous avez passé avec nous, vous le retrouverez sans aucun doute, et bien plus encore en lisant le roman de M. Mezleha. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine. Merci d'avoir été parmi nous et à très bientôt. Au revoir.